Bienvenue dans ce nouvel épisode de Tomate Mozza. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait d'épisode. Comme vous le savez, je me suis pas imposé de rythme hebdomadaire, mensuel avec ce podcast parce que je veux que ça reste un plaisir et non pas une contrainte. Et donc je ne fais des épisodes que quand je rencontre des personnalités qui valent vraiment le coup et qui ont des choses hyper intéressantes à raconter. C'est le cas de mon invité aujourd'hui, Bruno Rossetti, qui en plus nous vient tout droit de l'ouest de Saint-Nazaire pour enregistrer cet épisode de Tomate Mozza. Salut Bruno, ça va ? Oui, bonjour Christopher, ça fait plaisir de te voir, ça n'a pas été facile. Je suis un provincial qui arrive à Paris, j'ai mis du trajet de Hitteville à venir jusqu'ici, ça n'a pas été simple. Oui, mais alors, voilà, j'y suis pour arrivé. que nos auditeurs comprennent, Hitteville c'est en région parisienne, Ouais. mais toi à la base tu es de Saint-Nazaire, C'est ça. tu étais à Hitteville pour animer une conférence Voilà. sur un sujet dont tu es expert, donc tu as vraiment développé une vraie expertise sur le sujet. C'est ça. On va en parler pas mal durant cet épisode. Qu'est-ce que tu faisais à Hitteville ? Allez, raconte-nous. Alors, Hitteville, bien, j'étais invité par le maire François Parolini, qui est un maire tout à fait exceptionnel. D'origine italienne aussi, alors. D'origine italienne, qui fait partie du cercle Leonardo da Vinci avec mon ami Jean-Raphaël Cessa aussi. Et la conférence avait pour titre la Little Italy, donc un thème bien portant dans cette partie-là, à l'ombre des transatlantiques. Puisque, comme tu l'as dit, je viens de Saint-Nazaire. Saint-Nazaire, c'est la capitale française de la construction navale qui a construit ces fabuleux transatlantiques. Et donc, Little Italy, c'était tout un quartier, c'est ça, un quartier composé essentiellement habité essentiellement par des Français, enfin des Italiens immigrés, qui sont peut-être devenus après Français, tu vas nous raconter, qui sont nationalisés. C'est ça. Mais voilà, c'est une Little Italy, un peu comme à New York, c'est constitué à Saint-Nazaire, parce qu'il y avait beaucoup de main-d'œuvre en provenance d'Italie. Alors, avant de parler de ça, Bruno, est-ce que tu peux nous raconter un peu, toi, ton rapport avec l'Italie ? Rossetti, on sait que ton origine italienne est bien identifiable. Je peux pas me cacher, là. Tu peux pas la cacher. Donc raconte-nous un peu, c'est quoi ? C'est tes parents, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents qui sont arrivés en France ? À quel moment ? Et de quelle région ? Voilà, je dirais que je suis la deuxième génération et demie, parce que je suis entre la 2 et la 3, parce que mon père est né effectivement en Italie, il est né à Gênes, mais il est arrivé tout petit, à l'âge d'1 an, à Saint-Nazaire, avec ses deux parents italiens, qui étaient eux de deux régions différentes, avec mon grand-père de la Sardaigne, ma grand-mère du Piémont. Et ils sont venus ici parce qu'il y avait donc un besoin de main-d'œuvre supplémentaire pour construire un bateau encore plus grand que ceux qui avaient été construits auparavant, qui d'ailleurs s'est appelé le nom de ta région, Île-de-France. Et donc c'était en quelle année ça ? 1924. 1924. Et alors, comment ça se fait qu'en 1924, on va faire appel à cette main-d'œuvre italienne ? Est-ce que tes grands-parents avaient déjà une expérience, enfin, ou ton grand-père avait déjà une expérience dans la construction navale ? Alors, non pour mon grand-père, oui pour d'autres transalpins qui sont venus. Mais pour resituer le contexte, à ce moment-là, il n'y avait pas toute cette technologie actuelle pour construire les paquebots avec la soudure, des grands portiques. À l'époque, c'était un système avec du rivetage, comme a été construit d'ailleurs le Titanic, par exemple, de la même façon. Donc, ça demandait énormément de main-d'œuvre. Et quand l'idée a été de faire un navire plus grand, bien, il fallait absolument que les chantiers de Pinouette trouvent de la main-d'œuvre supplémentaire. Il a cherché partout. Il a cherché en Bretagne, il a cherché en Pays de la Loire, il a cherché en Vendée, en Charente. Il a ramassé tout ce qu'il pouvait en main-d'œuvre pour essayer de réunir des forces vives pour la construction. Mais ce n'était pas encore suffisant. Il fallait la trouver à l'extérieur et aller la chercher à l'étranger. Ils ont essayé divers pays. Ils ont été, par exemple, en Tchécoslovaquie. Ils ont trouvé un petit peu de manœuvre, mais pas beaucoup. En Pologne, ils n'arrivaient pas. Et tout d'un coup, ils ont eu l'idée de se dire, bien, si on allait la chercher, cette manœuvre, en Italie. Contexte favorable, parce que aussi l'Italie était dans cette crise économique, crise aussi politique. Donc, en allant avec des émissaires des chantiers sur un grand port tel que Gênes ou la Spedia en Ligurie, eh bien, le terrain était donc propice pour décider des familles à venir à Saint-Nazaire. C'est pour ça qu'on a une immigration un peu spéciale, parce que l'immigration italienne est extrêmement forte pour toute la France, mais souvent, ça a été... Il y a des maçons, des mosaïstes, diverses personnes qui sont venues, et c'est un peu éparpillé sur tout le territoire français.
À Saint-Nazaire aussi existait ce phénomène de maçons, de mosaïstes. Il y en a eu avant, après. Mais là, en rapport avec ce que je connais le plus, c'est une immigration groupée de 138 familles Mhm. qui ont été recrutées dans ce même contexte pour venir spécialement sur l'année 1924. Mais c'est un chantier pour construire un tel bateau qui demandait quand même plus d'1 an, c'est-à-dire 3 ans de travail. Mhm. Et après ces 3 ans, ça a été une continuité. Ils sont restés Mhm. parce que le contexte international était toujours très difficile. Donc toi, ton grand-père et ta grand-mère faisaient partie de ces 124 C'est ça. familles. D'accord. C'est ça. Oui. Et alors, est-ce que cette main-d'œuvre, il fallait qu'elle ait des qualifications particulières ou c'est juste, il fallait des forces vives, quoi? Ouais. Je dirais que les deux cas sont bons. Évidemment, si la personne avait travaillé sur des chantiers un peu identiques à Gênes en particulier, c'était mieux. Mais le travail étant très physique, il ne fallait pas forcément de grandes notions pour faire ce travail. Il fallait surtout être courageux et puis avoir de la force. Le métier de mon grand-père à son arrivée, c'était teneur de tas. Mhm. Alors Teneur de temps? De tas. TAS, un tas. TAS, ok. Qu'est-ce que c'est? C'est celui qui fait la contre-force par rapport au frappeur de l'autre côté pour le rivet. D'accord. C'est-à-dire qu'il fallait 3 personnes. Une personne qui chauffe le rivet à 950 degrés, c'est quand le rivet prend une couleur rouge cerise. Mhm. Et après, cette personne amène le rivet dans l'orifice entre les deux tôles. Mhm. Et puis d'un côté, il y a un frappeur et de l'autre côté, le teneur de tas. Mhm. Alors, il faut imaginer que c'est des millions de rivets comme ça pour construire un bateau. Combien de temps pour faire un rivet? Alors, je dirais que c'est quelques minutes, mais c'est un travail intensif. Alors, des fois dans le froid, des fois dans la forte chaleur, des fois sous la pluie, des fois en hauteur, parce que vous voyez, tu vois, imagine, il y a aussi des échafaudages, il faut construire la coque du navire. Et donc, voilà le travail du grand-père. Et alors, c'était quoi le contrat de base? C'était de dire, vous venez en France, il y a ce navire de taille colossale sur lequel vous allez travailler. Le chantier va durer 3 ans, 3 ans et demi. Et après, est-ce qu'il y avait des promesses derrière? Est-ce qu'il y avait une promesse de continuité? Ou bien c'était juste, oulala, nous, on ne sait pas ce qui va se passer après. Donc, la question que je me pose, c'est un peu celle qu'on a j'imagine, je ne l'ai jamais fait, mais j'imagine quand on va s'installer dans un autre pays pour aller travailler, c'est est-ce que je suis là pour quelque temps ou est-ce que je suis là à vie? Donc, c'est important quand même pour une famille de se projeter. Est-ce que j'incite mes enfants à apprendre la langue, à s'installer, à se conformer un peu à la façon de vivre du pays, ou bien je sais que je suis là juste de passage et que je rentrerai in fine chez moi au bercail? Eh oui, et voilà, c'est la question que j'ai souvent posée à diverses reprises pour bien comprendre leur façon de vivre à mes grands-parents. Et ce qu'il en est résulté, comme aussi des compagnons de mes grands-parents que j'ai pu consulter, c'est que ces Italiens, au départ, quand ils sont partis, ils pensaient revenir en Italie à la fin du chantier. Je disais, mes grands-parents, on va partir parce que il y a une crise économique, politique en même temps, ça va se calmer tout ça et on va revenir au pays. Mais finalement, 3 ans après, le contexte est toujours délicat. Et entre-temps aussi, les chantiers, bien qu'il y a eu des périodes de creux, mais il y a aussi une période de faste, a eu aussi d'autres ambitions. Il y a d'autres commandes. Un navire extrêmement célèbre qui est venu un peu après, c'est Normandie, qui est un navire absolument, à mon avis, c'est le plus beau navire qu'a pu construire la France. Parce que même s'il y a eu des beaux paquebots, actuellement on en fait toujours, mais ce sont des grands hôtels flottants. C'est vrai que les gens sont en extase devant ces grands paquebots, mais il y a des constructions plus anciennes comme Île-de-France et Normandie qui reflétaient l'art déco à bord, suite au salon d'ailleurs de Paris de 1925, et c'était des navires absolument fabuleux, majestueux. C'était sublime finalement. Qui regroupait tout le savoir-faire français en boiserie, etc. Voilà, les peintures, la décoration. J'étais à l'inauguration jeudi dernier à Saint-Nazaire de la nouvelle saison d'Escale Atlantique. J'invite les auditeurs, s'ils ont envie de visiter Saint-Nazaire, c'est absolument fabuleux de voir Escale Atlantique. Alors c'est quoi? Raconte. Escale Atlantique, c'est un musée sur donc toute l'histoire des paquebots. On y trouve toutes les explications qu'il faut. On peut voir des maquettes fabuleuses.
À mon goût, la plus belle, c'est l'Île-de-France, justement, Mm. parce que c'est une maquette de ce bateau qui fait 5 mètres de long. C'est extrêmement rare, c'est-à-dire qu'elle est au 1/50e. Mm. Et je te montrerai la photo tout à l'heure. Mais cette maquette-là a été construite en 1923, avant la construction du paquebot, parce qu'elle servait de base pour cette construction. Et une fois que le bateau était fini, la maquette est passée au quai des Oublis. Mm. Elle avait été faite par la CGT, non pas le syndicat, mais la Compagnie Générale Transatlantique. Et, euh, et elle était stockée à Nantes dans une cave. Et elle était dans un état où elle allait être détruite si ça continuait. Parce que ça passe pas inaperçu quand même, une maquette de Ah bah 5 oui. mètres. Ah oui. Faut, Ah faut la- bah, ouais, ah faut la tout- planquer, c'est pas évident. Ah ben oui, c'est-à-dire qu'une fois le bateau construit, ils se sont dit, tiens, la maquette, on la met là, puis personne s'en Mm. occupait. Et heureusement, quelqu'un que je connais très bien, qui est un historien, l'a retrouvé et s'est dit, non mais là, cette maquette-là, elle est superbe, il faut absolument la conserver. Il y avait cette volonté de faire justement un lieu de mémoire à Saint-Nazaire, escale Atlantique, avec l'écomusée, etc. Et là aussi, on rejoint avec le thème de l'Italie. C'est que cette maquette était dans un état donc, vraiment difficile. Et c'est un ouvrier à la retraite des chantiers de l'Atlantique qui est un descendant de cette Little Italy de Saint-Nazaire, qui s'appelait William Barbaro, qui était extrêmement doué de ses 10 doigts et qui a rénové la maquette. Et en 1980, elle a été exposée dans la salle des mariages de la ville de Saint-Nazaire. Mhm. Il s'avère que je me suis marié en 83 et j'ai vu cette maquette-là Génial. qui était dans cette salle-là, fabuleux. Et après, en l'an 2000, elle a rejoint Escale Atlantique. Donc maintenant, elle est dans ce musée qu'on peut visiter. Et c'est toute l'histoire de cette Little Italy qui se reflète à travers aussi cette histoire de cette maquette. Ok, alors toi Bruno, tu travailles dans un grand quotidien régional de la région de Saint-Nazaire, on peut le citer, Bien Ouest sûr. France, même Oui. si il Oui. te reste encore quelques mois, parce que tu es bientôt à la retraite. Et au 1er juillet, d'ailleurs, avec un système de RTT, etc., je suis en grande vacances actuellement, ce qui me permet de faire un petit tour à Paris et puis venir te voir. Et alors, comment, à partir de cet événement, donc je comprends que ton grand-père, lui, est resté, a travaillé sur d'autres chantiers, etc. Ton papa, lui, alors comment il a grandi dans cette Little Italy? À quoi ressemblait un peu son quotidien et après, il s'est orienté vers quoi, lui, professionnellement? Toujours, déjà de père en fils, c'était les chantiers de Pinwet. Donc, mon grand-père tout petit, enfin mon père plutôt tout petit, on l'imagine dans ce quartier où il y avait ces 138 familles mélangées avec d'autres Français. Et grandissant, il y a eu aussi les troubles, évidemment, dramatiques de la Seconde Guerre mondiale dans tout cela. Donc, ils ont dû, pour avoir la vie sauve, parce que c'était extrêmement difficile, Saint-Nazaire a été détruite à 85%. Je ne sais pas si on se rend compte. C'est vraiment effroyable, quoi. Donc, mes grands-parents ainsi que mon père sont restés dans la ville de Saint-Nazaire presque jusque tant qu'il y avait pratiquement plus d'habitants. Et après, quand c'était vraiment plus possible et que leur quartier de Little Italy était d'ailleurs réduit en poudre, ils sont partis à 30 km à Crossac, se réfugier comme les rescapés. Plus à l'intérieur des terres, c'est ça, hein? Plus à l'intérieur des terres de Saint-Nazaire. Et ils ont eu la vie sauve, ils sont partis avec rien, leurs vêtements et quelques papiers. C'est pour ça que les archives ont un peu. Et après, pour répondre à ta question, quand, en 1946, quand ils sont revenus, pour certains Italiens, dans ce quartier-là, avec des maisonnettes qui ont été reconstruites au même endroit, mais très peu sont revenus, dont mes grands-parents quand même qui sont revenus. C'est là que je les ai toujours connus d'ailleurs. Mon père, à ce moment-là, était embauché aussi au chantier et il a été ajusteur montage-beurre. Malheureusement, après... en 1976, il est décédé. Il est mort d'une maladie du cancer. Avec, il fumait aussi, etc. Donc, ce qui fait qu'il m'a raconté évidemment beaucoup de choses. Mais là où j'ai puisé beaucoup d'informations sur cette période entre les deux guerres mondiales, c'est surtout avec mes grands-parents qui ont survécu plus longtemps et qui sont morts dans les années 1980. Et alors, ce quartier, Little Italy, a été
intégralement détruit, c'est ça, pendant la Seconde Guerre mondiale? Complètement détruit. C'était dramatique, hein. Les bombardements étaient incessants parce que et ce qu'il faut bien penser, c'est que stratégiquement, Saint-Nazaire, pour les Allemands, c'était un fief, hein. Il y avait la base sous-marine qui avait été construite avec les fameux U-boats. Il y avait aussi les infrastructures pour pouvoir réparer leur grand cuirassé, le Tirpitz, qui d'ailleurs n'est pas venu à Saint-Nazaire, mais qui aurait pu se faire réparer là. Donc pour eux, c'était stratégique. Et donc, évidemment, que les Anglais et les Américains ont tout essayé pour empêcher les Allemands de faire leur mission et bombardaient la ville régulièrement, d'autant qu'il y a tout près aussi la raffinerie de Donge, qui était à 15 km. Et à ce moment-là, quand ce quartier est rasé, ces familles italiennes, certains se sont fait naturaliser ou ils ont gardé leur nationalité. Est-ce que la ville et la France a fait quelque chose pour eux, pour les reloger? Bon, il y avait ce problème de relogement, de reconstruction, il était national, global, et il ne concerne pas que Saint-Nazaire, mais est-ce que ces familles qui étaient là ont pu être accompagnées dans leur relogement, entre guillemets? C'était une période difficile pour tout le monde, hein. L'après-guerre, la reconstruction, donc c'était la débrouillardise surtout. Et ce qui a facilité quand même pour les Italiens, c'est leur intégration qui s'est quand même bien faite. Il y a toujours des aléas qui ont pu se produire, mais globalement qui s'est bien faite. Et la preuve en est, c'est les mariages. C'est-à-dire que je vois souvent que les enfants, ce qui est le cas de mon père par exemple, italien, qui est devenu français au moment du service militaire, mais il s'est marié avec ma mère qui est française. Et j'ai vu aussi l'inverse. Donc c'était souvent des mariages mixtes, et ce qui a favorisé l'intégration et puis après le développement et les suites qui sont d'un mélange avec la population française de Saint-Nazaire. Il y a des familles italiennes qui sont parties à ce moment-là, qui ne sont jamais revenues, qui sont rentrées en Italie? Oui, quelques-unes. Mais c'est très difficile de comptabiliser tout ça parce que, comme je disais avant, beaucoup d'archives ont été détruites. Les gens, en plus, après, on ne savait pas trop où ils étaient. Certains sont décédés aussi dans les bombardements. Donc, ou d'autres ne racontaient rien finalement et ne voulaient pas en parler. Donc, il a fallu que les langues se dénouent et petit à petit faire ressortir cette histoire mémorable actuellement. On va faire une petite pause dans ton récit. J'aime bien faire réagir mes invités à des idées reçues qu'on entend souvent sur les Italiens. Alors la première, tu es venu en voiture. Est-ce que tu roules vite, toi, Bruno? Oh là, alors là, non, j'ai eu beaucoup de soucis ce matin parce que je suis plutôt, peut-être par rapport au climat qui m'entoure, trop prudent. C'est-à-dire que moi, je voyais là ce matin des vélos qui me doublaient à droite, à gauche, des mobylettes, des voitures qui doublent, qui font ceci. J'étais un peu apeuré, ce qui fait que le Oise, même avec un Oise qui m'aide, je n'étais pas un champion non plus. Et puis finalement, le temps où on voit combien il reste de temps pour aller au rendez-vous, il s'est rallongé. Il se rallongeait parce que j'étais pas un champion justement à vouloir passer. T'as raison, vaut mieux rouler avec prudence, surtout quand on n'est pas habitué au trafic parisien. Voilà. Et donc tu es un Italien qui roule prudemment. Donc justement, ma question sur l'idée reçue, sur le fait que les Italiens roulent vite, qu'est-ce que tu en penses de ça? Je pense qu'il y en a un peu pour tous les goûts. Alors c'est vrai que quand je vais voir des cousins en Italie, je vois qu'ils peuvent conduire de manière très agitée. Mais aussi, j'ai vu qu'il y avait des gens un peu comme moi aussi. Donc je serais plutôt, si j'étais en Italie, je serais plutôt un Italien rural prudent. Hein, voilà. Allez, deuxième idée reçue, les Italiens sont toujours un peu, limite avec les règles. Oui, enfin, c'est vrai qu'on peut penser ça. Maintenant, là aussi, ça dépend de la personnalité de chacun. Il y a des gens qui sont aussi très respectueux des règles. Maintenant, les règles, il ne faut pas non plus que ça soit trop contraignant et limitatif. Et l'important aussi, c'est pour les Italiens, il y a un phénomène quand même global, c'est la joie de vivre. Moi, je trouve que dans le climat italien, c'est ça. Et donc, il faut savoir jouer l'équilibre
pour maintenir une vraie joie de vivre entre les gens et puis quand développer la fraternité, la convivialité entre les humains, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi, Bruno. On repasse un peu, on retourne un peu dans ton récit. Comment cette culture italienne transparaissait dans ton enfance, dans ta jeunesse? Est-ce que elle était là? Est-ce que l'Italie était toujours là d'une manière ou d'une autre, même si ta maman, elle n'était pas d'origine italienne? C'est ça. Ben, comme tout le monde, j'ai 4 grands-parents, 2 grands-parents français que j'aimais très fort aussi, et mes grands-parents italiens, pareil. Mais le côté italien, ça m'a toujours intrigué. Parce qu'ils n'étaient pas comme tout le monde. Leur récit qui est quand même extraordinaire. D'ailleurs, je m'étais dit, mais les concernant, il faudrait en faire un livre de tous leurs récits. Il leur arrive toujours des trucs incroyables. Des trucs incroyables, comme par exemple, tu vois, je cherchais à me garer près de chez toi et j'ai vu Gare Saint-Lazare. Je repensais à cet épisode les concernant, par exemple, pour te dire à quel point les récits de vie sont fabuleux et des fois font sourire. On leur avait dit, en étant recrutés à Gênes, vous allez partir pour 3 ans en France, à Saint-Nazaire, construire ce paquebot l'Île-de-France et on s'occupe de tout. Voilà, on vous donne le billet de train et le logement sera prévu. Le logement, c'est le fameux Prégras, ce quartier-là. Et le billet de train, bon, ils y vont. Passent la frontière avec le tunnel de Fréjus, Bardonnecchia à Modane, ils arrivent en France et ils arrivent fatalement Gare de Lyon. Les Italiens, quand on arrive d'Italie, on arrive Gare de Lyon. Gare de Lyon, ils entendent dans les haut-parleurs Gare Saint-Lazare. Par métro, sans doute. Ouais, direction Gare Saint-Lazare. Direction Gare Saint-Lazare. Mais pour eux, connaissant pas un mot de français, ils se sont dit, tiens, ça y est, c'est Saint-Nazaire. Donc, ils sont partis dans le métro et ils sont arrivés justement là où je cherchais à me garer, ou plus ou moins, là, Gare Saint-Lazare. Et donc, ils sont arrivés Gare Saint-Lazare, ils ont cherché les chantiers de l'Atlantique. Mais c'est pas loin finalement, l'océan de Paris. Hein. On est tout près là. Et bon, ils ont fini par comprendre. Et puis arriver à Saint-Nazaire avec une très belle gare à l'époque. Ouais, c'est rigolo. Ah ouais, une très belle gare aussi à Saint-Nazaire à l'époque, qui a été malheureusement aussi détruite complètement par les bombardements. Et parce que je vois que votre gare est exceptionnelle ici, mais bon, elle était plus petite, certes, celle de Saint-Nazaire, mais dans une décoration fabuleuse quand on en voit l'histoire, parce qu'il y avait aussi la Compagnie Générale Transatlantique qui était juste à côté, et à ce moment-là, il y avait des lignes de paquebots qui allaient de Saint-Nazaire vers l'Amérique centrale, donc c'était attractif. Avec une clientèle assez haut de gamme. Tout à fait. Et donc, toi, le Bruno, enfant, tu as grandi avec ces récits d'Italie, peut-être un peu de famille italienne qui venait vous visiter de temps en temps. Mais est-ce que dans les plats, dans les traditions, dans la religion aussi catholique qui est très présente dans cette culture italienne, est-ce qu'il y a, ou pas d'ailleurs, tu vas me dire, mais est-ce que tu as vécu une enfance qui par certains égards, par certaines coutumes, qui était un peu différente de celle de tes camarades français de Saint-Nazaire? Oui, parce que quand je rencontrais mes grands-parents, déjà, il y avait ils parlaient entre eux italien. Donc, même si je ne suis pas bilingue, j'ai dû un peu m'y mettre. Mais pour mon grand-père, la particularité, c'était difficile de parler avec lui. Il fallait vraiment s'habituer. Parce que, étant de Sardaigne, il parlait au départ la langue sarde. Il est allé peu à l'école. C'était quand même dans le Mezzogiorno. Et donc, malheureusement, il n'avait pas eu une instruction d'école. Il est arrivé à Rome. Il a appris comme il peut l'italien. Et après, il arrive en France. Donc, son mélange de façon de parler, c'était 3 langues. Il y avait du sarde, de l'italien, du français, une sorte de sabir. Et quand je l'entendais parler, souvent quand il me parlait, il me disait « Qu'est-ce que tu dis ?» par exemple, en disant « Qu'est-ce que tu dis ?» Enfin, il y avait des choses comme ça. Et il y avait la façon de parler. Alors, la nourriture, après, parce que quand on parle de nourriture, il avait gardé son habitude. Et ma grand-mère du Piémont... C'était quoi, par exemple, les plats de la famille Rossetti? Les culurgione, c'est des sortes de grands raviolis sardes avec une sacrée bonne sauce tomate. Et ça, quand j'allais chez mes grands-parents, je raffolais manger tout ça, tout ce qui était italien. Les raviolis que ma grand-mère faisait aussi, les gâteaux. Donc, il y a cette culture italienne qui transpirait complètement dès que je les voyais. Et vous viviez un peu à l'italienne aussi? Ou, je sais pas, avec
ces grandes tablées, la cuisine, le oui, foot, alors, par exemple. Ça c'est- regardait le c'est- foot à la maison? oh là là, alors oui, alors là pour le foot, le cyclisme, il suivait ça Bien sûr. de manière fabuleuse. Mm. Puis bon, ils sont égatés entre les deux guerres mondiales parce que ça a été Bottecchia qui a gagné le Tour de France 1924. Il l'a gagné en 1925, l'année d'après l'arrivée des Italiens. Après, il y a eu Bartali dans les années juste avant la Seconde Guerre mondiale. Et puis le foot, 2 fois, l'équipe d'Italie était championne du monde dans cette période-là. Mm. Donc les Italiens, partis dans cette diaspora de Pinouette, suivaient cette actualité. En ce qui concerne ma famille, quand tu parles de grandes tablées, c'est le cas de certains. J'en connais d'autres familles, c'était le cas. Dans notre famille, c'est un peu particulier, un peu spécifique pour l'Italie. C'est que des fils uniques. Mm. C'est-à-dire Ah oui. que, voilà, mon père était fils unique, moi je suis fils unique, donc bon, j'aurais bien voulu avoir des frères et sœurs. C'est pas que je n'ai pas demandé d'être fils unique, mais il n'y avait pas des forcément Ok. grandes tablées familiales. C'est une question que je pose à tous mes invités. Oui. Je leur demande de préparer. C'est la seule chose que je leur demande de préparer. C'est 2 morceaux de musique. Le premier, c'est un titre qui les ramène immédiatement dans l'Italie de leur enfance. Donc, on va l'écouter. Tu vas nous raconter un peu ce que ça t'évoque. Come prima tu me donnes tant de joie que personne ne m'en donne comme toi. C'est ta bouche qui m'apporte ma joie de vivre et ma chance. Alors, comme prima de Dalida, raconte un peu. Ouais, Dalida, moi je trouve ça c'est une chanteuse exceptionnelle, parce que j'aime beaucoup de ses chansons en fin de compte. Bon, celle-ci, je trouve qu'elle reflète la joie de vivre. Mm. Joie de vivre qu'on a vraiment besoin. On est dans un monde où des fois être délicat, on voit bien l'actualité maintenant de gens des fois dans la morosité, etc. Mais il faut savoir, je trouve, s'accrocher aussi à la joie de vivre et faire en sorte que dans notre entourage, bien que cette joie de vivre se propage. C'est pour ça que ce thème de cette expression me touche et que quand tu m'as demandé, j'ai trouvé que c'était une bonne chanson. C'est un morceau qu'on écoutait à la maison chez les Rossetti? Ouais. Ouais. Ouais, mais comme plein de morceaux. Hein, c'est vrai que la musique italienne, elle est riche, elle est fabuleuse. Il y a beaucoup de sentiments dedans. Il y a des artistes qui sont. C'est difficile de choisir 2 beaux morceaux parce qu'il y en a tellement. Allez, le deuxième que je t'ai demandé de préparer, c'est un morceau un peu. J'aime pas tellement ce terme ringard, mais bon. C'est, le morceau la chanson italienne un peu inavouable que tu adores écouter. Allez, c'est parti. Marco se n'è andato e non ritorna più. Il treno delle 7:30 senza lui è un cuore di metallo. La solitudine de Laura Pausini. Alors, t'es pas le premier à nous Ouais. à ressortir cette Oui. chanson. Ouf. Ah, voilà. Non, évidemment, un grand classique qui va bien au-delà des Français d'origine italienne, que même beaucoup de Français adorent écouter. Alors, tu nous racontes? C'est comme Dalida, déjà, la chanteuse, je la trouve fabuleuse. La tonalité, la musique, elle remue. Hein. Et puis, bon, justement, on peut le relier aussi, c'est éviter la solitude. Si on développe cette joie de vivre, si je relie au premier morceau, on peut interconnecter ces deux-là et se dire, en travaillant la joie de vivre, on évite aussi la solitude, bien qu'il y ait beaucoup de souffrance, mais de toute façon, c'est quelque chose qu'on a besoin de développer. C'est pour ça que j'apprécie de côtoyer des associations comme mes amis du cercle Leonardo da Vinci hier, ou le maire d'Itteville. Ça a été formidable. C'est une rencontre fraternelle qui nous évite de se renfermer sur soi-même et qui va vers l'ouverture des autres. Bruno, quand tu me parles de Little Italy, de ces petites maisons, j'imagine, qui n'étaient pas très loin de la mer, parce que c'était à Saint-Nazaire. Voilà, j'imagine tous ces Italiens qui vivent ensemble, avec tout ce que ça peut entraîner comme odeur, comme
comme chanson, comme son aussi, cette langue qu'on doit entendre dans les ruelles. Il y a quand même un regret quoi, que cet endroit ait été complètement détruit par les bombardements. Oui. On aurait aimé voir un peu à quoi ça ressemblait et revivre un peu cette ambiance Ouais. de petite Italie à Saint-Nazaire. C'est ça. Hein, comme dans beaucoup d'endroits, c'est l'histoire. Les Little Italy ont existé. Je pense cet après-midi, par exemple, je vais à Nogent-sur-Marne. Je rencontre, bien sûr. je rencontre monsieur Jacques J.P. Martin, le maire. Et là, il y avait aussi, avec rue Sainte-Anne, tout ce climat-là que Cavana a très bien décrit. très bien décrit. Ben, c'est le même schéma à Saint-Nazaire de ce jeu. Et c'est évidemment une certaine nostalgie peut-être de tout cela, mais d'un autre côté, tout n'est pas fini. C'est justement s'il faut poursuivre cet élan de fraternité entre les gens, et la culture italienne peut favoriser cette diffusion de ce mieux-être ensemble, quoi. Est-ce que tu as retrouvé des familles qui habitaient là en même temps que tes grands-parents et qui ont pu témoigner, qui ont pu te raconter justement à quoi ça ressemblait cette Little Italy? Oui. Alors, il y a d'ailleurs avec une énorme émotion, j'ai retrouvé en 2010 Walter Buffoni, qui était un copain de mon père. Donc il est né exactement le même parcours, c'est-à-dire que c'est parti de Gênes, arrivé en France tout petit avec ses parents. Et puis je l'avais connu quand, avec mon père en tant que copain. Je voyais les copains de mon père, mais bon, ça remonte très loin. Puis après, pour des raisons de travail, je suis parti de Saint-Nazaire pendant 13 ans. Je suis parti à Lorient, à 150 km. Donc j'ai un petit peu cessé d'avoir des contacts avec Saint-Nazaire. J'y allais que de temps en temps. Donc j'avais perdu de vue. Et en l'an 2000, là j'étais à ce moment encore à Lorient, et je découvre dans Ouest France justement la dernière page qui est un portrait, qui est toute édition, de ce fameux Walter Buffoni qui racontait sa vie et qui venait de fonder l'association Francitalia. Francitalia, c'est l'association d'amateurs d'Italie sur Saint-Nazaire, de la culture italienne. Je vois ça, alors là, je dis, mais c'est pas possible, il faut vraiment que je le retrouve. Et après, j'ai eu une mutation professionnelle, je suis revenu à Saint-Nazaire, parce que le journal m'a remis dans ma zone où j'étais. Il y avait un challenge, on venait de racheter Presse Océan. Et là, peu de temps après, j'ai cherché à avoir le contact. Et donc, je l'ai retrouvé. Quand je l'ai retrouvé, il m'a pris comme son fils, quoi. C'est pas possible. Et il m'a raconté aussi toute sa jeunesse. Et il m'a fourni quelques rares photos, parce que là aussi, comme je disais auparavant, beaucoup d'archives ont été détruites. Et alors Bruno, hier tu étais à Hitville pour animer cette conférence. C'est pas la première fois, hein. Je sais pas combien de conférences tu as déjà animées sur ce thème, mais déjà avant de parler de la conférence en elle-même, comment t'es venue l'idée de faire cette conférence et quelle place ça a pris aussi dans ta vie? À quel moment tu as commencé à t'intéresser vraiment très sérieusement à ce sujet? Oui. Alors, j'ai toujours voulu raconter toute cette histoire, et m'est venue l'idée, c'était en 2019, de me dire c'est plus possible, il ne faut plus attendre, parce que je savais que les centenaires, c'est toujours important. Le début de la construction de l'Île-de-France, c'est 1924, c'est la date d'arrivée des Italiens. Et 2019, finalement, dans 5 ans, c'est 2024. Alors maintenant, c'est dans 1 an. Et il fallait pas je voulais pas me réveiller 1 an avant, justement. Il fallait que je me lance avant. Et donc là, j'ai eu l'idée de faire, en collaboration avec Éric Lescaudron, qui est un ancien ingénieur des chantiers, un livre qui s'appelle « Les 3 paquebots mythiques, Île-de-France, Normandie, puis après France ». Ce livre, d'ailleurs, a eu une distinction littéraire en 2021, pardon. Donc, on est quand même assez content, très content même. Et de là, il y a eu des articles de presse sur cette histoire-là, d'autant que j'ai retrouvé aussi une maquette, la maquette du quartier disparu. Donc pas la maquette du bateau Île-de-France dont je parlais tout à l'heure, mais la maquette du quartier, dans un bunker allemand. Là aussi, ça fait vraiment le plan ou la maquette? La maquette. La maquette, La okay. maquette. Donc la presse a parlé de tout cela, ce qui fait que les archives départementales de Nantes, qui est la préfecture de la Loire-Atlantique,
m'ont invité à les rencontrer parce qu'ils explorent évidemment tout ce qui est article de presse et ils m'ont dit, mais écoutez, tout ce que vous racontez là, tout ce qui est dit, on n'en a jamais entendu parler. Pourtant, on cherche avec des historiens, etc. Donc, comme j'amenais toute cette histoire avec des preuves à l'appui, des témoignages, ils se sont dit, écoutez, il faut que vous veniez nous expliquer tout ça à partir d'une conférence. C'est pour ça qu'au départ de auteur, je suis passé aussi en mode conférence parce que j'ai vu que les gens aimaient bien, évidemment, lire des choses, mais ils aimaient aussi qu'on explique. C'est important qu'on le raconte. Qu'on le raconte, voilà. Et donc, c'est comme ça que je me suis lancé à faire des conférences parce que je voyais que ça a plu. Et puis, maintenant que j'ai un peu plus de temps, que j'ai plus de temps, beaucoup plus même, et je continue. Et là, alors c'est ma 9e conférence. Alors c'est vrai que c'est ma première, par contre, à Itteville, en région parisienne, parce que toutes les autres, c'était en Loire-Atlantique. Et donc, comment je suis venu ici à Itteville, par l'intermédiaire justement de ce réseau de Jean-Raphaël, du cercle Leonardo da Vinci, qui savait que je faisais des conférences. Et il y a donc aussi François Parolini, qui est un maire de cette association, qui dit il faut venir dans notre commune nous expliquer tout ça. Et donc, dans cette conférence, qui assiste à ces conférences? C'est beaucoup de Français d'origine italienne, mais pas que. Oui, j'ai vu. J'imagine quand même majoritairement des immigrés italiens, non? Des Français d'origine italienne, même pas forcément. Oui, certains. Et puis d'autres, là, je me rappelle hier soir, par exemple, d'un jeune couple qui venait d'arriver à Itteville. Et ils se sont dit, tiens, mais Itteville, c'est sympa comme commune, je me renseigne ce qu'il y a comme activité. Ils ont vu, tiens, il y a une conférence sur la Little Italy à l'ombre des transatlantiques, on va y aller. Et puis ce couple, ils étaient très contents. Ils n'avaient aucun lien avec l'Italie, c'est simplement le plaisir de faire des choses dans leur commune. Moi, j'ai trouvé ça très sympa. J'ai vu aussi un autre couple qui avait aucun lien avec l'Italie, mais qui aime bien tout ce qui est la vie des paquebots, et qui m'a ramené d'ailleurs, m'a montré des petites médailles du paquebot Normandie et Île-de-France qu'il avait amené hier soir. Il me dit, regardez, voilà. Donc, c'est intéressant. Voilà. Et en plus, je crois savoir que c'est aussi l'occasion de partager un bon repas italien, et puis des bonnes choses à boire et à manger. Ah oui, il y avait le traiteur, c'était Issapori, qui est de la commune, alors c'est Lardy, je ne connais pas tout, je découvre toute cette région, c'est tout près d'Itteville, et c'est vrai que c'est le traiteur, c'est déjà aussi un phénomène. Il est très expressif, il a fait une très bonne cuisine, et donc c'était Itteville à la saveur de l'Italie hier soir. Ok, et donc je crois savoir aussi que tout à l'heure tu te rends à Nogent-sur-Marne, tu l'as dit tout à l'heure, où notre ami Jean-Raphaël, avec son cercle Leonardo da Vinci, a mis beaucoup d'énergie dans la construction de ce bâtiment, non, c'est pas un bâtiment, de ce mémorial, voilà, à la mémoire des Français, des immigrés italiens. Donc tu vas visiter, c'est ça, l'état d'avancement du chantier. Je suis pas allé encore, mais faut que j'y aille. Oui. Et oui, je vais visiter pour la première fois. J'ai longuement discuté quand même et vu beaucoup de photos là-dessus, mais ça va être c'est très sympathique de voir vraiment où c'en est. Et le chantier est vraiment en cours et très très bien parti. Et c'est vrai que c'est quelque chose que quand j'ai su en 2021, parce que Jean-Raphaël, il met toute son ardeur avec son équipe, il n'est pas tout seul, mais c'est lui qui m'a contacté. Et tout simplement, comme je lui ai dit plusieurs fois, il y a eu un effet miroir. C'est-à-dire que j'ai adhéré tout de suite. Je ne pouvais pas ne pas adhérer. Ce que je faisais avant, c'était exactement déjà dans la tracée de ce qu'eux, ils étaient en train de faire alors qu'on ne se connaissait pas. Et dès qu'il m'a montré ce projet, je me suis dit, mais attends, c'est totalement en phase avec tout ce que je peux penser et puis faire. Avant de nous quitter, j'ai peut-être encore une question pour toi. Quel est ton sentiment sur la littérature disponible aujourd'hui au sujet de cette immigration italienne? Parce que c'est vrai que c'est aussi le propos de mon podcast, de dire il y a quand même 4 millions de Français d'origine italienne en France. C'est beaucoup, donc qui ont au moins un parent ou un grand-parent né en Italie. C'est beaucoup, et pour autant, on n'en parle pas tant que ça. Ce qui est plutôt bien de ne pas en parler, parce que ça veut dire qu'on ne fait pas les gros titres et que c'est une immigration, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui s'est plutôt bien passée.
malgré tout, ça reste à chaque fois des déchirements, des séparations. Tu quittes ton village, tu quittes ta ville, tes proches, ta famille, dont souvent avec lesquels souvent tu perds le contact, parce que l'éloignement, forcément. Donc c'est un sujet quand même majeur qui a constitué aussi le paysage démographique français. Oui. Et on n'en parle pas tant que ça. Est-ce que toi, quand dans ta démarche de conférencier, c'est aussi pour remettre ce sujet, faire, comment dire, maintenir cet héritage historique qu'on n'oublie pas, Oui. c'est ça? Oui, tout à fait. Puis ce que j'ai pu remarquer, c'est aussi dans les yeux des gens, c'est quand il y a une sensibilité par rapport à leur histoire familiale, à cette culture italienne, et qu'on parle de ce sujet-là, les yeux brillent. Les gens sont contents. Donc, en fait, de parler de toutes ces histoires-là, ça amène du bonheur. Parce qu'on ramène de l'histoire, on ramène des liens, on favorise la discussion. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de continuer. Et puis, un peu comme un chercheur d'or aussi, avec un filon, mes recherches m'ont amené à faire de nouvelles découvertes. Comme je te parlais de cette maquette du quartier disparu que j'ai retrouvée dans les sous-sols d'un bunker à Saint-Nazaire, qui avait été abandonné un moment de temps et heureusement préservé par un club sportif qui s'appelle l'Union Méan-Pinouette, l'UMP. Et là aussi, tout cela, quand on raconte ces choses-là, qu'on revoit une maquette, qu'on dit voilà, c'était comme si, on remet l'ambiance avec les histoires aussi de ce quartier, les gens qui sont sensibles à ça, ils ont les yeux qui brillent, quoi. Ils écoutent. Et justement, maintenant que tu vas avoir énormément de temps consacré à tout ça, est-ce que tu as d'autres projets ou peut-être que tes recherches, est-ce que tu vas les servir sous une forme peut-être différente? Ça pourrait peut-être être un documentaire, je sais pas, une expo. Est-ce que tu as des projets là dans les prochaines années? Oui. Alors, j'ai des projets déjà ficelés, comme la sortie d'un livre à la fin de l'été avec Geste Édition, avec Romain Audin qui s'occupe de tout cela. Et le titre du livre va être justement la Little Italy à l'ombre des transatlantiques. Donc c'est l'illustration de cette conférence, mais d'une manière écrite là. Ok. Maintenant, j'ai aussi des appels de producteurs de télévision qui lui sont dit tiens, mais pourquoi pas faire quelque chose. J'en ai eu 2 qui m'ont appelé. Il y en a un qui est peut-être plus avancé que le deuxième, donc là aussi. Et puis bon, je me dis, je ne sais pas Qu'est-ce qui a expliqué comment t'expliques leur motivation, qu'est-ce qui les a intéressés, ils étaient eux-mêmes d'origine italienne peut-être? Alors, ou pas du tout? Il y en a un, oui. Donc sur Paris, qui avait envie de traiter du sujet, mais bon, il y a eu aussi la crise du Covid qui n'a pas aidé, donc voilà, donc peut-être, et puis bon, l'éloignement aussi entre Saint-Nazaire et Paris, c'est peut-être aussi. Et un deuxième, là où la situation est plus proche et plus chaude pour aboutir, c'est quelqu'un qui a déjà fait d'excellents reportages sur le domaine maritime, donc il n'y a aucun lien avec l'Italie, mais finalement qui est très sensible aux histoires humaines liées à la construction des bateaux. Okay. Donc voilà. Là on est en plein dedans. Oui, en plein dedans. Bon écoute, on te souhaite, que ce projet aboutisse. Ça pourrait être sympa aussi, parce qu'évidemment le livre aussi, on va l'acheter. J'en parlerai bien évidemment quand il sortira. Tu peux compter sur moi. Merci. Et c'est vrai que la vidéo a cet avantage de pouvoir être encore un peu plus universelle. Voilà, donc ça permettra peut-être encore un plus grand nombre de connaître ces histoires qui méritent d'être connues. Et oui, je te remercie beaucoup de cette interview. Merci d'être venu jusqu'à notre studio, qui n'est pas très très loin de la gare Saint-Lazare, effectivement, et non pas de Saint-Nazaire. Ah voilà. Et voilà, Bruno. Et toi, bravo pour tout ce que tu fais. C'est vraiment fantastique. Je regrette de ne pas pouvoir être allé hier soir à Eideville, mais voilà, j'espère que tu reviendras pour refaire une conférence en Ile-de-France prochainement pour que je puisse venir. On m'en a parlé hier soir, justement. Bon, voilà. On reste stay tuned, comme on dit. Voilà. Merci Bruno, merci pour tout. Merci. Bon retour à Saint-Nazaire et à très bientôt. Merci. Ciao. Ciao.